L'enseignement oublié du Bouddha sur l'effort juste. Ouverture, les pieds en sang. Un moine pratiquait autrefois la méditation en marchant avec une telle intensité que la peau de ses pieds se fonçait et saignait. Il marchait de long en large pendant des heures, jour après jour, poussant toujours plus fort. Et pourtant, l'éveil ne venait pas. Il était prêt à tout abandonner. Quitter le monastère, quitter le chemin, retourner à sa vie d'avant. Alors le Bouddha apparut à sa porte et lui posa une seule question à propos d'un instrument de musique. Cette question est devenue l'une des instructions de méditation les plus importantes de tout le canon bouddhiste. Et presque personne dans le monde moderne n'en a entendu parler. 2. L'instruction perdue. Voici quelque chose qui devrait nous interpeller. Plus de 90% des personnes qui commencent à utiliser une application de méditation abandonnent dans les 30 jours. Plus de la moitié de tous les méditants quittent la pratique entièrement dans les 2 ans. Et ceux qui persistent, après 5 mois, la séance moyenne est tombée à moins de 90 secondes. Ce ne sont pas des gens paresseux. La plupart voulaient sincèrement que cela fonctionne. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? En regardant de près, presque tout le monde échoue de l'une des 2 façons. Soit ils essaient trop fort, serrant les dents pendant les séances, frustrés quand l'esprit vagabonde, convaincus qu'ils font faux, et finissent par s'épuiser. Soit ils n'essaient pas assez, assis passivement, attendant que quelque chose se passe, s'ennuyant quand rien n'arrive, et finissent par décrocher. Trop tendus ou trop lâches. Et la plupart des gens passent des années à osciller entre les 2, sans jamais réaliser qu'il existe une 3e option. Il y a 2500 ans, le Bouddha donna une instruction spécifique et pratique pour exactement ce problème. Une instruction qui répond aux 2 modes d'échec à la fois. Il n'a pas dit « essayez plus fort ». Il n'a pas dit « lâchez prise ». Il a dit quelque chose de bien plus précis. Et il l'a expliqué à travers l'histoire d'un moine aux pieds en sang et d'un luth. Le luth. Il s'appelait Sona Colivisa et avant de devenir moine, il était connu pour une chose. Il était délicat, issu d'une famille riche, si raffinée que des poils poussaient sous la plante de ses pieds. Le genre de personne qu'on s'attendrait le moins à trouver en train de saigner sur un chemin de méditation. Mais quand Sona entra dans l'ordre, il s'investit totalement. Il choisit la méditation en marchant comme pratique principale et se poussa de toutes ses forces. De long en large, heure après heure, jusqu'à ce que le chemin de marche soit taché de rouge. Ses pieds se fendirent. Et pourtant, rien. Aucune percée, aucune vision pénétrante, aucune libération. Alors une nuit, seul et épuisé, Sona prit une décision. Je suis l'un des disciples les plus énergiques du Bouddha. Et même moi, je ne parviens pas à percer. À quoi bon? Je devrais quitter l'ordre, retourner à ma vie d'avant, et au moins faire quelque chose de bien avec l'argent de ma famille. AN 6.
55. Et c'est là que l'histoire prend un tournant. Le Bouddha, séjournant sur le pic des vautours, perçut d'une manière ou d'une autre ce que Sona pensait. Et en un seul soir, il apparut devant lui. Pas de discours, pas de réprimande. Au lieu de cela, il posa une question. Sona, avant de devenir moine, tu étais doué pour jouer de la vana, n'est-ce pas? Oui, Seigneur. Et quand les cordes étaient trop tendues, la vana sonnait-elle juste? Était-elle jouable? Non, Seigneur. Et quand les cordes étaient trop lâches? Non, Seigneur. Mais quand les cordes étaient accordées à la bonne hauteur, ni trop tendues, ni trop lâches, alors la vana était-elle accordée et jouable? Oui, Seigneur. De même, Sona, l'effort excessif mène à l'agitation. L'effort trop relâché mène à la paresse. Résous-toi à un équilibre de l'énergie. Accorde tes facultés en conséquence. AN 6.55. C'est tout. C'était l'instruction. Pas essayer plus fort. Pas lâcher prise. Accorder. Sona fit exactement cela. Il ajusta son effort. Trouva la tâche, la hauteur où l'énergie n'était ni trop tendue, ni trop relâchée. Et en peu de temps, Sona Kolivissa, le moine aux pieds en sang, atteignit le plein éveil. La libération complète. La naissance est éteinte, la vie sainte accomplie, la tâche achevée. AN 6.55. Des pieds en sang à l'état d'Arahan. Non pas en poussant plus fort, non pas en abandonnant, en accordant. « 4. Les 4 dimensions. Le Bouddha a donc dit « Accorde ton effort ». Belle métaphore. Mais une métaphore n'est pas une méthode. Si vous vous asseyez pour méditer demain matin, à quoi ressemble concrètement un effort accordé? Le Bouddha n'a pas laissé cela au hasard. Il a énoncé une formule précise. Et elle commence par un mot qui pourrait vous surprendre. On engendre le désir, s'efforce, active la persévérance, soutient et exerce la détermination. C'est la définition canonique de l'effort juste, le 6e facteur du noble octuple sentier. SN 45.8. Remarquez ce qui vient en premier. Engendre le désir. Pas supprime le désir. L'engendre. Il faut vouloir cela. Il faut se soucier suffisamment de son propre esprit pour travailler avec lui habilement. Ce vouloir, ce désir intentionnel, orienté, est le moteur qui propulse tout le reste sur le chemin. Mais le désir sans direction n'est que de l'intensité brute. Et nous avons déjà vu ce que l'intensité brute a fait au pied de Sona. C'est pourquoi le Bouddha donna à ce désir 4 canaux spécifiques, 4 dimensions de l'effort qui fonctionnent ensemble comme les 4 mains d'un jardinier. Dimension 1. Prévenir. Le jardinier construit une clôture. On se protège des états non habiles qui ne sont pas encore apparus. L'irritation qu'on n'a pas besoin de ramasser. L'envie qu'on n'a pas besoin de nourrir. Pas par la force. En faisant attention à ce qu'on laisse entrer. Quand on voit, entend, rencontre quelque chose, on ne s'y accroche pas. On l'accueille clairement et on le laisse passer. AN 4.14. Dimension 2. Abandonner. Le jardinier arrache les mauvaises herbes. Quand des états non habiles ont déjà pris racine, le ressentiment, l'inquiétude obsessionnelle, la cruauté, on les reconnaît et on les lâche, pas en les combattant, en les voyant assez clairement pour qu'ils perdent leur emprise. AN 4.14. Dimension 3. Développer. Le jardinier sème des graines. On cultive activement
Les états habiles qui ne sont pas encore apparus. Les qualités qui mènent à l'éveil. L'attention, l'investigation, l'énergie, la joie, la tranquillité, la concentration, l'équanimité. On n'attend pas qu'ils apparaissent d'eux-mêmes. On crée les conditions. AN 4.14. Dimension 4. Maintenir. Le jardinier arrose ce qui pousse. Quand les états habiles sont apparus, quand l'esprit est clair, concentré, apaisé, on protège cela. On ne devient pas complaisant. On ne court pas immédiatement après la chose suivante. On reste avec ce qui fonctionne et on le garde avec une attention soigneuse. AN 4.14. 4 dimensions. Pas 4 étapes. On ne termine pas l'une pour passer à la suivante. Elles opèrent simultanément, instant après instant. En ce moment même, dans votre vie, les 4 sont disponibles. Il y a des choses que vous pouvez empêcher d'entrer dans votre esprit, des choses que vous pouvez relâcher, des choses que vous pouvez cultiver, des choses que vous pouvez protéger. Et voici ce qui est remarquable. Les neurosciences ont accidentellement cartographié ce même cycle au sein d'une seule séance de méditation. Des chercheurs suivant les cerveaux de méditants ont trouvé un schéma récurrent en 4 phases. Concentration, puis l'esprit vagabonde, puis on prend conscience qu'il a vagabondé, puis on ramène l'attention. Encore et encore. Ce moment de prise de conscience, c'est la dimension 2. Reconnaître ce qui est non habile. Ce moment de retour, c'est la dimension 3. Développer ce qui est habile. Le vagabondage lui-même est ce que la dimension 1 entraîne à prévenir. Et la stabilité qu'on construit au fil du temps est la dimension 4. Maintenir ce qui fonctionne. Le cycle est la pratique, et chaque tour est une occasion d'accorder le luth. « 5. La science de l'accord. En 1990, un psychologue hongrois nommé Mihaly Csikszentmihalyi publia une découverte qui changea notre compréhension de la performance humaine. Il découvrit que les gens font leur meilleur travail et vivent leur satisfaction la plus profonde dans un canal très étroit. Quand le défi est trop élevé par rapport à leurs compétences, ils deviennent anxieux. Quand il est trop bas, ils s'ennuient. Mais quand défi et compétences coïncident précisément, quelque chose se déclenche. Le temps disparaît. La conscience de soi s'efface. L'effort devient invisible. Il a place là le flot. Trop de défis, l'anxiété. Pas assez, l'ennui. Juste ce qu'il faut. La performance optimale. Cela vous dit quelque chose? Trop tendu, l'agitation. Trop lâche, la paresse. Accordé, la musique. Csikszentmihalyi est parvenu à la même intuition que celle que le Bouddha donna à Sona. 25 siècles plus tard, par la recherche en laboratoire plutôt que par un luth. Et voici ce qui rend le flow particulièrement intéressant pour les méditants. Le flow semble sans effort, mais il ne l'est pas. Il implique un engagement intense. L'effort est simplement si bien calibré qu'il ne se ressent pas comme une tension. Ce n'est pas l'absence d'effort, c'est l'effort à son plus haut niveau de maîtrise. Une étude d'imagerie cérébrale alla encore plus loin. Des chercheurs mesurèrent l'activité neuronale chez des méditants à 3 niveaux, débutants, intermédiaires et experts de longue date. Ce qu'ils trouvèrent était une courbe en U inversée. Les débutants montraient un effort faible et une attention médiocre. Aucune surprise. Les intermédiaires montraient un effort neuronal élevé et une bonne attention.
Ils travaillaient dur et cela payait. Mais les experts montraient moins d'activité neuronale que les intermédiaires et une meilleure attention que tous les autres. Moins de tension, plus de stabilité, non pas parce qu'ils faisaient moins, mais parce qu'ils avaient appris à accorder. Des années de pratique leur avaient enseigné exactement combien d'efforts appliquer et exactement où le placer. Le luth était accordé. La musique jouait d'elle-même. C'est vers cela que l'effort juste pointe. Pas la force maximale, pas la force minimale. Le genre de force qui vient du fait de connaître si bien son instrument que chaque ajustement est précis. Et cette précision, comme toute compétence, se développe avec le temps. On ne commence pas là, on s'y exerce. Comme un maître l'a formulé, on n'a pas non plus besoin de tirer fort. Pensez à traire une vache, trop brusque, et la vache donne un coup de pied. Trop doux, et rien ne vient. On trouve le toucher, on apprend la pression. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut enseigner en une phrase. C'est quelque chose que les mains apprennent en faisant. « 6. Pourquoi l'Occident a oublié ? Donc, si cette instruction est là, noir sur blanc dans le canon, un enseignement spécifique, pratique, avec une métaphore mémorable et une histoire dramatique, comment en sommes-nous arrivés à « asseyez-vous » et lâcher prise ? Voici ce qui s'est passé. Quand la pleine conscience est devenue populaire en Occident, elle a été extraite, arrachée de l'octuple sentier comme un fil unique tiré d'une tapisserie. La pleine conscience a été reconditionnée comme technique autonome, quelque chose qu'on pouvait apprendre dans une application, pratiquer en 10 minutes, appliquer à la réduction du stress, à la productivité en entreprise et au meilleur sommeil. Et ce n'est pas entièrement faux. La pleine conscience est puissante. Mais dans le système du Bouddha, la pleine conscience est le facteur numéro 7. L'effort juste est le facteur numéro 6. Il vient avant la pleine conscience, parce que l'effort est ce qui active la pleine conscience. Un texte canonique l'exprime ainsi. L'effort juste, avec la vue juste et l'attention juste, court et tourne autour de chaque autre facteur du chemin. Ce n'est pas un élément sur une liste, c'est le moteur à l'intérieur de chaque élément. M, N 117. Retirez ce moteur, et que reste-t-il ? La pleine conscience sans la compétence de l'effort. Ce qui mène exactement aux 2 modes d'échec avec lesquels nous avons commencé. Les gens serrent les dents pendant la méditation ou flottent passivement, attendant que la paix vienne d'elle-même. Aucun des 2 ne fonctionne. Et personne ne leur a dit pourquoi. Un chercheur éminent a appelé cela le McMindfulness, une version fast-food d'une pratique conçue pour être un repas complet. Et l'un des traducteurs les plus expérimentés du canon pali a été encore plus direct. Le Bouddha n'a jamais enseigné l'attention nue. Ce qu'il enseigna était l'ardeur, l'attention, la vigilance. Et cette ardeur, cette qualité de soin et de précision, c'est l'effort juste sous un autre nom. Mais voici ce qui compte le plus. Le fait que l'effort juste ait été oublié ne signifie pas qu'il est perdu. Il repose dans les suttas depuis 25 siècles, en attente. Et la ligne la plus encourageante de tout le canon est peut-être celle-ci. Abandonner ce qui est non habile, moine. Il est possible d'abandonner ce qui est non habile. Si ce n'était pas possible, je ne vous demanderais pas de le faire. AN 2.19.
Relisez cela. Le Bouddha n'offre pas un espoir, il énonce un fait. Vous pouvez le faire. La capacité est déjà en vous. Ce dont vous avez besoin n'est pas plus de volonté. C'est une meilleure méthode. Et cette méthode a 4 dimensions. Les mains d'un jardinier et l'accord d'un luth. « 7. Conclusion. Le luth accordé. À quoi cela ressemble-t-il? Pas dans un sutta, pas dans un laboratoire, mais dans votre vie. Certains jours, votre énergie est haute. L'esprit est vif, agité, veut sprinter. Ce sont les jours où il faut détendre légèrement les cordes, s'asseoir un peu plus longtemps, laisser le souffle plus doux, ne pas courir après l'intensité. On dépassera la cible. D'autres jours, l'énergie est basse. L'esprit est brumeux, lourd, veut dormir. Ce sont les jours où il faut tendre un peu. Raccourcir la séance, mais aiguiser l'attention. S'asseoir plus droit. Garder la concentration précise. Ne pas se laisser aller. On dérivera. Et certains jours, rares, les cordes sont déjà presque accordées. On s'assoit et quelque chose se calme presque immédiatement. Ces jours-là, la seule tâche est la dimension 4. Maintenir. Ne pas toucher à ce qui fonctionne déjà. Le garder avec une attention tranquille, comme on mettrait la main en coupe autour d'une flamme de bougie dans le vent. Pensez à une nageuse. Les jours forts, elle nage plus loin. Les jours fatigués, elle nage moins. Mais n'abandonne jamais sa technique. La distance change. La compétence non. C'est la pratique. Pas une quantité fixe d'efforts appliqués aveuglément chaque jour. Un calibrage vivant, réactif, sensible, précis. Et cela nous ramène à Sona. Un moine si délicat que des poils poussaient sous ses pieds, qui se poussa si fort que ses mêmes pieds saignèrent. Il n'a pas échoué par manque d'engagement. Il a échoué parce qu'il n'avait pas encore appris que l'effort est une compétence. Et à l'instant où il a appris à accorder, pas à pousser plus fort, pas à abandonner, mais à accorder, il ne s'améliora pas simplement. Il atteignit le bout du chemin. L'effort juste est ce qui a rendu cela possible. Pas en tant qu'un facteur parmi 8, mais en tant que moteur à l'intérieur de tous. Quand l'effort juste active l'attention juste et que l'attention juste stabilise la concentration juste et que les 8 facteurs atteignent la masse critique, c'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produit. La tradition appelle cela l'entrée dans le courant. Et cela change tout. Cela, c'est la prochaine vidéo.